Bonsoir et merci de nous retrouver sur ce plateau pour cette deuxième émission qu'IDF1 consacre aux élections régionales dont le premier tour a lieu le 6 décembre. La campagne est repartie lentement après les attentats du 13 novembre. L'actualité dramatique a relégué en effet au deuxième plan meetings et réunions pendant quelques jours. Mais enfin, il faut bien repartir parce que c'est bien dans le cadre de la région qu'il faudra aborder, outre les questions de sécurité, les différents aspects de notre vie quotidienne, l'école, l'emploi, les transports. Alors, je vous dis tout de suite que cette émission intervient dans la dernière semaine de campagne avec des candidats différents. Il y en a eu 11, il y en a 11 en Île-de-France. Chaque liste baptisée petite ou grande a sur cette antenne exactement le même temps de parole au cours des 3 émissions que nous avons diffusées ou que nous allons diffuser. Ce sont les règles de l'égalité telles que les a voulues le CSA et le Code électoral. Donc, ne m'en veuillez pas l'un ou l'autre si je vous interromps pour faire respecter un équilibre strict. Alors, deuxième débat donc ce soir. Autour de cette table, Aurélien Véron, vous conduisez la liste aux urnes citoyens du Parti libéral-démocrate. Vous êtes aussi membre du bureau Réforme et Modernité, association présidée par le député Hervé Mariton. Nathalie Arthaud, vous êtes une personnalité politique française bien connue, porte-parole de Lutte ouvrière, parti d'extrême gauche depuis 2008, et vous avez été également, avant 2014, conseillère municipale chargée de la jeunesse à Vaux-en-Velin. Nizar Bourchada, vous êtes vice-président du Parti de l'Union des démocrates musulmans français, président de groupe au conseil municipal de Brie-contre-Mer et conseiller communautaire à Lorée-de-la-Brie. Enfin, monsieur De Smet, vous êtes ancien secrétaire départemental des Verts du Val d'Oise, vous êtes conseiller municipal à Mériel depuis 2001 et vous avez fondé votre propre parti écologie politique. Donc, je suis ravie de vous voir ici, mais avant de commencer le débat sur les élections régionales, à proprement parler, il faut peut-être revenir sur les 15 jours qui viennent de s'écouler et qui, d'une certaine façon, ont bouleversé et vont bouleverser notre vie à tous. Est-ce que la France, aujourd'hui, est la même qu'hier? Qu'est-ce qui a changé, Monsieur Bourchada? C'est à vous que je pose la question en premier. Merci. Non, c'est vrai que depuis une dizaine de jours, nous avons vu, bien entendu, comme beaucoup de candidats, nous avons momentanément stoppé notre campagne. Il y a eu le temps du recueillement, le temps du deuil, le temps de l'émotion également. Et effectivement, il reste maintenant une dernière ligne droite, il reste 10 jours pour la campagne des régionales. Nous avons... Il ne reste plus que 4 d'ailleurs. Nous avons donc, dès samedi, repris notre campagne. Et sur le terrain, effectivement, on a beaucoup de questions, on a beaucoup d'interrogations et ça renforce notre détermination car nous en avons tous une démarche pédagogue au sein de l'Union démocrate musulman français, une démarche de pédagogie pour expliquer notre démarche citoyenne aujourd'hui avant tout. Nathalie Arthaud? Évidemment, nous avons tous été bouleversés. C'est vrai que c'est des actes barbares. Enfin, on ne peut ressentir que de l'incompréhension et de la révolte, en fait, face à ce genre d'assassinat aveugle. Et donc, il y a une grande émotion collective. Mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a aussi une récupération politique de cet élan de solidarité et de ce que finalement nous avons tous partagé. Et ça, nous la dénonçons, cette récupération politique, parce que finalement, quand François Hollande nous explique que pour rendre hommage aux victimes, il faut tous mettre un drapeau tricolore à nos fenêtres, lorsqu'il veut en fait que nous nous alignions derrière sa politique guerrière, derrière sa politique sécuritaire, et nous ne marchons pas là-dedans. Aurélien Véron, vous marchez pas dans cette... La période de deuil était très forte et très émouvante. Je pense que toutes nos listes, et la mienne en particulier, en tout cas, nous avons eu des victimes autour de nous. Les candidats connaissent des victimes, donc on est tous d'abord sous le choc, et samedi matin, quand on s'est réveillé, on était KO. Il y a un débat national qui vient. Moi, mon constat, c'est que l'État-providence était en échec, et qu'aujourd'hui, on a un État régalien qui n'est pas à la hauteur des enjeux, un État régalien qui ne protège plus les citoyens. Mais je crois que les terroristes ont marqué un point terrible, un point dramatique, mais ce serait triste qu'ils marquent un deuxième point en nous faisant renoncer à nos valeurs. La France, c'est un pays de liberté, c'est un pays démocratique.
Et je crois qu'aujourd'hui, les Français doivent reprendre leur train de vie. Et c'est ce que nous voulons. Il faut montrer à ces gens qui veulent nous terroriser, qui sont une secte absolument coupée des réalités de l'humanité, et qui sont même des criminels contre l'humanité, que les Français se battent. Les Français se battent d'abord en défendant leur liberté, en reprenant leur vie et en étant des démocrates. Vivons en citoyens libres et vivons en citoyens démocrates. Et le drapeau, l'allusion au drapeau bleu-blanc-rouge, ça vous choque, vous? C'est un très beau drapeau. Moi, je serais heureux que les Français puissent le porter sans être étiquetés Front National. On est tous patriotes, qu'on soit juifs, musulmans, chrétiens, laïcs, d'extrême gauche ou d'extrême droite. C'est un drapeau national qui a une histoire de plusieurs siècles maintenant. Monsieur De Smet, dans la continuité de ces questions, est-ce que vous êtes pour l'état d'urgence? Vous avez compris l'état d'urgence et le vote, la prolongation à 3 mois, cet état d'urgence? Il y a une incompréhension de notre part par rapport à l'urgence du coup de revoter pour 3 mois l'état d'urgence. Vous ne savez pas quand même que ce qui s'est passé... Il y a eu un état d'urgence pour quelques jours. Il aurait mieux valu attendre de voir les résultats que ça comportait, plutôt que tout de suite s'emballer à mettre 3 mois d'urgence supplémentaires. Mais vous n'avez pas l'impression que les Français, ça les rassure? Il y a peut-être le côté rassurant, mais il y a aussi, et on le voit, par exemple, c'est compliqué en ce moment d'organiser des rassemblements, des événements festifs. Et il y a la COP21 qui arrive, il y a toutes les associations, tous les citoyens et citoyennes qui ont envie de dire haut et fort à tous les gouvernements qui sont quand même responsables de l'état de fait sur les réchauffements climatiques et ses impacts sont les mêmes qui vont se réunir là. Donc les habitants de France et d'ailleurs ont envie de le dire et de le clamer haut et fort à tous les responsables qui vont venir en France. Et là, du coup, sur cet état de fait, les manifestations sont interdites. Donc, c'est quand même très délicat. Ouais. C'est quand même très délicat de leur part d'avoir mis ça pour 3 mois supplémentaires. Monsieur Rochardin, alors sur l'état d'urgence? Alors, nous, on est complètement effarés. C'est-à-dire, on renvoie quoi avec cet état d'urgence, excusez-moi? On renvoie que finalement, notre justice n'a aucune compétence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la police peut faire ce qu'elle veut, perquisitionner où elle veut. Regardez, aujourd'hui, tous les jours, on donne les chiffres des perquisitions. On en est à plus de 1300. Combien de mises en examen? Combien de faits réels? Mais aujourd'hui, 10%, clairement, enfin. oui, mais combien de portes enfoncées, combien de stigmatisations, encore une fois, combien de personnes qui se sont senties offensées? Moi, je rejoins complètement Monsieur Véron quand il dit qu'aujourd'hui, le vendredi, il faut mettre ce drapeau français chez nous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce drapeau français était assimilé au Front National. Et j'aimerais bien que les Français se réaccaparent ce drapeau français. Nous avons été touchés en tant que Français, bien entendu, en tant que musulmans, en tant que démocrates, et nous appelons à l'union, au rassemblement. Alors, le ministre Emmanuel Macron a dit la semaine dernière que d'une certaine façon, la société était responsable du terreau sur lequel a prospéré le terrorisme. Emmanuel Valls a dit mercredi dernier à l'Assemblée nationale que rien ne pouvait expliquer que dans un pays, des hommes prennent des armes contre d'autres hommes, et il a exclu toute idée de responsabilité de la société française, de la sociologie française. Qu'est-ce que vous pensez? Je vous redemande aussi ça en premier, peut-être en faisant une sorte de discrimination positive, mais enfin, qu'est-ce que vous avez pensé est-ce que le terreau, c'est vraiment la faute de la société française, la faute de la sociologie, la faute de l'apartheid? Moi, j'aimerais répondre à cette question en justement mêlant ce phénomène accablant, horrible de terrorisme à justement un aspect social. Ce n'est pas un problème avec l'islam, c'est un problème social. Aujourd'hui, regardez les profils des terroristes. Ce sont issus du grand banditisme, ce sont des personnes qui traînaient, on va dire, dans des milieux autres que dans des mosquées. Je suis désolé, encore une fois, il faut... on va dire, non pas mettre le côté islam en avant, mais il faut bien lutter contre la radicalisation. Ce n'est pas l'islamisation de la radicalisation, mais c'est bien le fait de lutter contre la radicalisation. Et j'aimerais aujourd'hui profiter de cette antenne pour dire que depuis très longtemps aujourd'hui, des associations sur le terrain et des associations qui se nomment associations musulmanes luttent toutes seules contre cette radicalisation. Nathalie Arthaud? Oui, moi je pense que Daesh est
les milices djihadistes qui s'emparent comme ça d'une religion s'en servent comme d'un instrument de pouvoir. La réalité, c'est qu'ils cherchent le pouvoir sur une région. D'ailleurs, comment se conduisent-ils vis-à-vis des populations syriennes en Irak, mais comme des dictateurs, comme des dictatures les plus monstrueuses qui soient. Ils rackettent, ils réduisent les femmes en esclavage, ils pillent la région. Donc, et les victimes sont d'abord et avant tout musulmanes. Ce n'est absolument pas une guerre de religion, ce n'est pas une guerre, un choc de civilisation comme on a pu l'entendre. Non, c'est effectivement une lutte pour le pouvoir. Et je crois que là où il y a une responsabilité, je ne dis pas de la société française du tout, mais de l'État français, qui toujours a pour préoccupation de défendre l'influence des intérêts français dans cette région riche en pétrole, de défendre les intérêts des pétroliers, de défendre les intérêts des grands groupes capitalistes, de défendre les intérêts des marchands d'armes aussi, Dassault et nos grands marchands d'armes. Je rappelle quand même que la France est le deuxième exportateur mondial d'armes. Eh bien, eux, ils ont intérêt effectivement à ces manœuvres impérialistes qui ont fait naître ces groupes djihadistes. Ils ont intérêt à s'appuyer sur des dictatures moyenâgeuses comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, qui font le lit aussi de ces monstres. Donc oui, il y a une responsabilité de l'État français, des puissances impérialistes de la France, parce que c'est leur manœuvre. Et puis, c'est aussi la désolation qu'ils sèment dans toutes ces régions qui font naître ces groupes-là. Vous diriez ça à ce point, parce que c'est quand même un phénomène mondial, effectivement. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'impérialisme? Parce que l'impérialisme, pour le coup, est le terreau. Est-ce que c'est une réaction presque politique? Bon, Daesh, je mets de côté le problème de Daesh. Moi, je pense à la France. On est un pays absolument fantastique qui ne fait plus rêver. On a rayonné pendant plusieurs siècles, et aujourd'hui, la France s'est éteinte. C'est temporaire, c'est transitoire, ça peut se rallumer très vite, mais les Français sont en exode continu, les jeunes sont confrontés à des CDD quand ils ont un emploi, un problème de logement, parce que qui dit CDD ne dit pas de logement, et à un idéal français qui n'existe plus. L'idéal des Lumières, c'était des libertés, c'était l'état de droit. Aujourd'hui, on a un état qui, effectivement, n'est plus un état de droit, qui est un état d'urgence, mais avant l'état d'urgence, on a eu des lois. Momentané. On a eu des lois, la loi renseignement n'a pas fonctionné, puisque nous avons quelques mois après plusieurs attentats de suite qui sont totalement passés inaperçus. Enfin, on n'a pas vu les commanditaires ni les acteurs de ces attentats. Il y a aussi ceux qu'on a déjoués, apparemment. Mais on a perdu et nos libertés et notre sécurité. Donc on a un État qui ne fait plus rêver. Les jeunes, aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont déracinés pour des questions d'urbanisme foireux, des années de l'ouvrier, qui était un grand haut fonctionnaire, mais qui a fait des villes nouvelles abominables et des cités dortoirs, un problème d'identité et une classe politique qui ne joue pas son jeu. Je rappelle que la première réaction que j'ai entendue après les attentats, c'est qu'il faut interdire les crèches dans les mairies, de François Bayrou. Vous imaginez le niveau de cette classe politique en France qui, depuis 40 ans, nous impose des taxes, des cabanes, alors qu'on a un problème d'État régalien, un problème de logement, de sécurité, de vie au quotidien. Donc il n'y a plus de rêve, il n'y a que des ennuis. Et aujourd'hui, un jeune qui est paumé dans sa banlieue, il peut, sur un moment d'égarement, se dire ce sable chaud et cet horizon un peu déconnecté, pourquoi pas? Mais c'est abominable. Hein. Il faut que la France fasse rêver à nouveau, et c'est un enjeu politique. De là à être dans un malaise social et s'engager en Syrie, il y a une différence, ou vous croyez que l'un accoutume à l'autre? Je pense qu'il y a plusieurs niveaux. D'abord, il faut diminuer les conflits, les conflits partout, que ce soit au niveau mondial, régional, locaux. Ça n'en prend pas le chemin, hein, pardon. Mais... Non, mais je pense que c'est important, c'est primordial. Et puis parler de l'avenir de nos gamins, comment nos enfants peuvent d'un seul coup aller rejoindre des monstres qui sont capables d'exterminer des femmes et des hommes. Il faut se poser cette question. Comment ils en arrivent là? Il y a un problème au niveau international, effectivement. Tant qu'il y aura des soucis de piller ou d'utiliser les richesses, notamment les richesses pétrolières, l'eau, la terre. Donc nous, on a intérêt, par exemple, à être le plus autonome possible au niveau énergétique pour faire baisser cette capacité à des États ou à des groupes de l'atome le permet, mais vous êtes contre. L'atome, on l'achète aussi, l'uranium ailleurs, c'est pas produit en France. Au niveau culturel, là j'ai entendu ce matin, par exemple, l'Italie qui donnait un chèque de 500 € pour leurs enfants, pour qu'ils puissent accéder à la culture. C'est important aussi. On a plein de territoires ruraux, cités ou pas. C'est identique pour toute la France, où finalement, il n'y a plus de services publics, il n'y a plus de culture, il n'y a plus d'accès au sport, il n'y a plus rien.
Non, mais Vous il y a un moment, nos exagérez pas un peu, gamins, quand même faut les faire rêver, il faut qu'ils aient aussi des activités, et notamment la région. Je suis président de l'île de loisirs de Cergy-Pontoise, en tant que conseiller régional. Là, on a un gros potentiel sur ces 12 îles de loisirs hein, pour donner la capacité à nos enfants l'accès à la culture, au sport, l'accès à l'environnement, travailler ensemble. Je pense qu'il y a d'un côté la lutte contre le terrorisme actuel, faire en sorte que ça ne puisse pas perdurer et qu'il n'y ait pas d'attentats, etc. Mais aussi faire en sorte que demain, nos enfants, ils n'aient plus envie d'aller rejoindre Daesh en Syrie, en Irak. Ça me semble primordial. Monsieur Bourchada, vous voyez quand même un peu les phénomènes, enfin beaucoup même, les phénomènes de radicalisation. Est-ce que ça a beaucoup progressé ou est-ce que c'est simplement le regard que nous jetons maintenant sur la radicalisation? On a l'impression qu'en Seine-Saint-Denis, effectivement, par exemple, pour ne citer que ce département, c'est allé très vite, l'islamisation radicale. Alors, vous l'avez vu venir Alors, sur la radicalisation, moi, je ne mettrais pas d'échelon territorial. Aujourd'hui, certains jeunes se sont radicalisés au fin fond de la Normandie. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'un gros quart des jeunes aujourd'hui qui partent en Syrie partent parce qu'ils ont été radicalisés sur Internet. Donc, il n'y a pas besoin d'être issu de Seine-Saint-Denis pour voir la montée de ce phénomène-là. Maintenant, effectivement, il ne faut pas le nier. Elle existe. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, beaucoup d'associations aujourd'hui luttent. Et dernièrement, je tiens à le dire, une association a fait sur tout un territoire de Seine-et-Marne, notamment Sénart, une conférence qui a rassemblé plus de 200 personnes, notamment des jeunes. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont posé la question, parce qu'il y avait 3 jeunes de Sénart qui avaient quitté Sénart pour aller rejoindre la Syrie. Tout de suite, ils ont pris à bras-le-corps, ils ont fait une conférence, ils ont invité un ancien détenu de Guantanamo, ils ont invité des personnalités qui pouvaient, bien entendu, parler concrètement, objectivement, de la montée de la radicalisation. Et je pense que c'est ce genre d'action qu'il faut soutenir et que l'État français doit soutenir. Donc travailler main à main avec le tissu associatif, travailler sur le terrain avec les personnes qui luttent et surtout pas les stigmatiser et aller enfoncer des portes ouvertes juste parce que on a sur l'enseigne restaurant halal, quoi. Enfin, faut arrêter. Oui, les événements quand même sont un peu plus graves que le problème des restaurants halal, tout de même. Aujourd'hui, les perquisitions, Madame Cotta, où elles se font. Pepper Grill a été, mais vraiment, saccagé juste parce que c'est un restaurant halal. Ils n'ont rien trouvé. Et c'est pas possible. Nous sommes dans un état de droit. Donc cet état d'urgence, je peux le comprendre. Maintenant, de l'avoir prolongé de 3 mois, ça va servir à quoi? Comme si dans 3 mois, on aura résolu le problème du terrorisme en France? Non. Donc c'est de la démagogie pour nous. Et par exemple, Nathalie Arthaud, vous êtes pour la prolongation des frappes en Syrie qui a été... Sûrement pas. Sûrement pas. Je viens d'expliquer justement que cette guerre contre le terrorisme qui est menée depuis 14 ans n'a fait que les multiplier, les foyers terroristes. Écoutez, on peut en faire le bilan quand même, y compris quand j'entends François Hollande très fier d'avoir bombardé des centres d'entraînement de Daesh. On nous le présente comme cela, en nous parlant de centres de commandement. Mais ça tombe sur des villes qui sont peuplées. Raqqa, c'est 200 000 habitants. Comment peut-on croire que ces bombes ne font pas des dizaines, des centaines, des milliers de victimes qui sont innocentes parce que vous savez quand même, les opérations mais sont ciblées. Mais c'est toujours ciblé. D'ailleurs, vous savez, même la bombe sur l'hôpital en Afghanistan des Américains, elle était très ciblée, paraît-il. Vous voyez, et c'était sur un hôpital quand même. Alors non, la réalité, c'est que dans ces villes, justement, il y a des femmes et des hommes les plus pauvres. Ceux qui n'ont pas pu fuir, justement, ces monstres de Daesh, qui sont piégés là-dedans. Alors, vous comprenez, on est dans un engrenage qui est sanglant. La réalité, c'est ça. Et puis, vous voyez, moi, j'entends dire... Donc, moi, je suis opposée à toutes ces interventions impérialistes. Et je dis, c'est une mauvaise solution. C'est un bourbier. Et quand ils nous expliquent que, cette fois-ci, ils vont s'y prendre beaucoup mieux. Ils vont faire beaucoup mieux que ce qu'ils nous ont fait en Irak, parce qu'ils savent que c'est ce qu'ils ont fait en Irak ou en Libye. Ils savent que tout ça, ça a fait le lit. Ils nous disent, on va s'y prendre beaucoup mieux, on va faire une coalition, grande coalition internationale, on va trouver une solution politique. Regardez, ils se tirent les uns sur les autres, l'avion russe qui a été descendu par la Turquie. Et puis, est-ce que franchement, on peut croire qu'en s'appuyant sur Bachar al-Assad, on peut combattre des monstres ? En s'appuyant sur celui qui a... Donc, non, il y a beaucoup de divergences là-dessus, comme vous savez. Non, c'est pire qu'une impasse.
c'est pire qu'une impasse, ça Et alors- alimentera le terrorisme, donc je le dénonce et je suis tout à fait d'accord pour dénoncer aussi les mesures sécuritaires et en particulier le fait de pointer du doigt justement des boucs émissaires, les étrangers, les musulmans, etc. Et là, quand même, je pense que le gouvernement, il fait le jeu justement du Front National parce que c'est pas lutter contre les amalgames, ça. Ça, c'est aller dans le sens du rejet et du repli sur soi. Aurélien Véran, est-ce que vous êtes aussi persuadé qu'on peut faire autre chose? Parce qu'il faut bien faire quelque chose. Alors, la guerre, pas la guerre, mettre de l'ordre, pas mettre de l'ordre. On reproche beaucoup au gouvernement socialiste son laxisme, vous le savez, laxisme entre guillemets. Alors, que faire? En tout cas, moi, je n'ai pas de solution magique. Elle sera seulement au niveau de l'Europe. Et pour l'instant, l'Europe n'est pas entièrement mobilisée. Moi, la solution franco-française, je n'y crois pas. La solution de la Russie, je n'y crois pas. Et je n'ai pas, c'est pas mon domaine aujourd'hui de priorité. Moi, je vous rejoins complètement sur le fait que aujourd'hui, par exemple, un centre de déradicalisation qui était créé en Seine-Saint-Denis a été démantelé pour des questions bureaucratiques. Il y a un papier qui n'a pas été signé, le truc est tombé à l'eau. Aujourd'hui, il y a des expériences à l'étranger qui montrent qu'on peut déradicaliser des jeunes qui reviennent de Syrie et qui sont encore très perturbés. Ce n'est pas l'unique solution. Il faut une stratégie d'ensemble à court terme, parce qu'à long terme, c'est la flamme de cette liberté française qu'il faut ranimer. Mais à court terme, il faut revenir, à mon avis, en priorité dans l'état de droit. On est dans l'état d'urgence. Avant l'état d'urgence, la justice a perdu les pouvoirs sur les procédures d'intrusion dans nos vies privées, c'est la loi renseignement. Et aujourd'hui, on a le sentiment qu'on est citoyen, qu'on est sous l'œil d'un État administratif, que les juges n'ont pas les moyens de contrôler ce que fait la police et l'administration. Je rappelle un fait, le juge Trévidic, qui est un grand expert du terrorisme, au bout de 10 ans, il n'a pas le droit, pour un texte de 58, de rester magistrat antiterroriste. Or, l'expérience antiterroriste, elle met des années à se construire. Et quand le juge commence à avoir une belle assise sur le sujet, il faut qu'il change de métier. Il y a un moment, il faut réfléchir deux fois. La justice n'a pas les moyens de traiter le terrorisme. La justice n'a pas les bonnes compétences parce que les bons, on les envoie ailleurs. Il va être juge aux affaires familiales, le juge Trévidic, mais c'est un gâchis monumental. On n'a pas les centres de déradicalisation. Et derrière, les musulmans, ils sont pris entre le marteau et l'enclume. Parce que c'est les premières victimes de l'islamisme, je rappelle, dans le monde. C'est eux qui prennent les bombes dans la figure et les kamikazes. Et ensuite, on les pointe du doigt. Il y a un problème de l'islam qui est que ce fanatisme sectaire, il est issu de l'islam. Et donc, il y a une question que les musulmans se posent aujourd'hui. On voit beaucoup d'interventions de musulmans qui disent « c'est vrai, nous sommes un peu responsables de ce qui est en train de monter, mais c'est notre rôle justement de couper le lien avec ces fous, comme les autres religions ont eu des fous ou en ont encore, et il faut à un moment que ces communautés s'organisent. Mais ça, c'est déjà le cas. Mais quand vous pointez du doigt ces gens-là et vous faites des perquisitions absurdes pour casser juste et montrer qu'on tape sur les musulmans, c'est totalement contre-productif et l'état de droit n'existe plus en France. Monsieur Mariton pense la même chose, puisque vous êtes d'une certaine façon le plus proche d'Hervé Mariton, qui est, je répète... Moi, je ne suis pas du tout chez les Républicains. J'ai beaucoup d'amitié pour Hervé Mariton. Je sens son évolution d'ailleurs vers une flamme un peu plus libérale, un peu, même s'il reste conservateur. Moi, c'est pas ma... Mais j'ai de l'amitié pour Hervé Mariton. Je ne connais pas sa position sur le sujet. Moi, j'ai mon parti, le Parti libéral-démocrate. Aux urnes de citoyens, d'ailleurs, c'est pas, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le Parti libéral-démocrate. Non, c'est une plateforme qui associe aussi Génération Citoyen, présidée par Jean-Marie Cavada, que vous connaissez, qui nous a fait marcher dans le siècle, et puis Pierre Tavares et son mouvement Une Île-de-France juste envers tous, qui est un mouvement plutôt de gauche. Vous voyez que cette plateforme aux urnes de citoyens, elle est assez large et elle est assez rassembleuse de mouvements différents. Là, on parle vraiment politique, pour en revenir quand même à l'état d'urgence. Vous dites que les citoyens s'émeuvent de l'état d'urgence, mais est-ce que quand même ça n'a pas plutôt été fait pour les rassurer? Peut-être, parce que quand même ça existe aussi, les citoyens qui ont peur et qui se disent qu'il vaut mieux une surveillance accrue qu'une surveillance relâchée sur le terrain. Il faut faire très attention parce que si c'est là, c'est de la communication. En fait, c'est de la communication pure et dure. Effectivement, il faut rassurer la population, il faut les câliner. On a tous besoin, mais moi j'ai besoin d'être câliné en ce moment parce que émotionnellement c'est fort. Mais il faut vraiment faire attention à la communication. On a déjà eu le cas de la communication il y a 2 ans où on nous expliquait que l'État syrien était en train de gazer ses populations et ça a duré pendant des semaines et des semaines. On a vu ça en boucle sur toutes les chaînes de télé, tous les médias occidentaux, etc. Avec une montée en disant il faut faire quelque chose. Tout le monde disait il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser ces populations se faire massacrer. Finalement, au bout de 2 mois, il ne s'est rien passé. Dire qu'on n'a pas aidé ceux et celles qui auraient pu lutter contre Daesh, ceux et celles qui sur leur propre terrain, demander à ce qu'on les aide et qu'on empêche cette population de se faire massacrer. Donc, il faut vraiment faire attention à la communication telle qu'elle est faite, parce que je parle de cet événement il y a 2 ans, parce que quand on est un gamin de 14-15 ans,
hein, d'où qu'on soit, d'où qu'on habite, et qu'on nous dit qu'un tel, une telle, c'est une dictature, sont des meurtriers, sont des barbares, qu'il faut les détruire, et que les États ne font rien derrière, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Ils peuvent effectivement avoir envie aussi d'aller aider les populations, et après de se retrouver éventuellement embrigadés à Daesh ou autre. La communication, la politique, ça ne doit pas être de la communication, c'est préparer l'avenir. Et là, de rassurer tout le monde, oui, il faut rassurer tout le monde, on a besoin d'être rassuré par rapport aux événements, on a tous pris plein la tronche, plein les tripes, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout et n'importe quoi. Et là, de repousser pour 3 mois, c'est n'importe quoi. On peut pas dire que On on a eu 14 changements au niveau des lois, la lutte contre le terrorisme, etc. À chaque fois, on nous dit qu'il y a de moins en moins de liberté individuelle derrière, parce qu'il paraît que ce serait comme ça que ça va fonctionner. Eh bien non, ça ne fonctionne pas. Donc, essayons de s'apaiser, tous et toutes, et réfléchissons plutôt ensemble comment on peut faire pour que nos enfants n'aient pas envie de se retrouver fanatisés par ces dingues. On s'interrompt, si vous voulez bien, quelques instants pour une page de publicité nécessaire. Nous nous retrouvons dans 2 à 3 minutes. Bonsoir, nous reprenons cette émission sur les régionales 2015 avec nos 4 interlocuteurs d'aujourd'hui. Aurélien Véron du Parti libéral-démocrate, Nathalie Arthaud, Lutte ouvrière, Nizar Boucharda, Union des démocrates musulmans français, Sylvain De Smet du mouvement écologie politique. Alors, nous sommes loin, hein, dans toute notre conversation précédente, dans le débat précédent, nous sommes loin des problèmes régionaux. Mais maintenant, il faut faire la jonction, parce que c'est dans la région, dans le cadre de la région, que se posent les problèmes de sécurité, les problèmes d'emploi, les problèmes sociaux. Donc, sur la sécurité, pour reprendre un peu le débat là où nous l'avions laissé. Alors, pour la sécurité, est-ce que, Nathalie Arthaud, vous parleriez de dérives sécuritaires du président de la République, de dérives sécuritaires de l'ensemble des députés, de l'ensemble... Je parlerai surtout... Parce que entre les grands partis, franchement, là, nous sommes des petites listes, mais les grands partis sont unanimes de ce point de vue-là. Je parlerai surtout de gesticulation. Effectivement, c'est de la communication, parce qu'ils savent très bien que l'état d'urgence, ça peut être pertinent en quelques jours, mais qu'en quelques jours, tous ceux qui veulent se faire exploser au milieu d'une foule, ils auront eu le temps de se cacher, de changer d'identité, de cacher les preuves. Voilà. 2 jours après, mais 3 mois, ça n'a plus de sens, y compris M. Trédévic l'expliquait très bien. Et donc je pense que c'est de la gesticulation, et encore une fois, que c'est inefficace pour ce qu'il vise, c'est-à-dire nous protéger du terrorisme, mais que surtout, ça aggrave tout un climat qui est détestable. Ce climat, justement, d'inciter au repli sur soi, d'inciter au rejet de l'autre, l'amalgame. C'est ça le véritable problème, c'est que finalement, quand on voit que Hollande, alors que Hollande et Valls, 15 jours avant les attentats, nous expliquaient que le Front National, c'était le danger numéro 1, que la France allait se fracasser sur le Front National, qu'il fallait tout faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé Marine Le Pen à l'Élysée pour prendre des conseils auprès d'elle. Et pire, Hollande, finalement, a puisé dans le programme du Front National, a puisé dans le programme du Front National pour mettre en place un certain nombre de mesures. Donc la réalité, c'est qu'il croit... manipuler, si vous voulez, cette émotion collective pour que ça profite au Parti socialiste, ça va profiter au Front National et à tous ceux qui sont racistes et qui veulent profiter des peurs qui existent et qui sont réelles pour justement pour leur camp. Voilà. Donc moi je le dénonce. Et en plus de ça, en plus de tout ça, écoutez, les premières victimes de l'état d'urgence, ça a été les manifestations. Ça a été, j'ai lu, les restaurants du cœur qui ont été interdits de distribuer pendant quelques jours. Mais écoutez, vous ne pouvez pas empêcher que les gens, bien sûr. Je pense quand même que la première des sécurités, c'est quand même de manger déjà. Alors déjà ça, mais surtout, regardez la manifestation. C'est un désir d'éviter quand même un attentat, y compris dans les restaurants du cœur. Vous pouvez pas. La manifestation contre les migrants a été interdite. Dimanche 22. Eh bien, moi, je trouve que c'est scandaleux. Pour les migrants. Pour les migrants.
La manif en faveur, Oui, pardon, la mais manif de solidarité aux migrants a été interdite. Et moi, je trouve ça scandaleux, y compris les déclarations de Manuel Valls de dire qu'il faut maintenant arrêter l'accueil des migrants, parce que les migrants sont les premières victimes de ce que nous dénonçons, qui nous a horrifiés, dont nous avons été nous-mêmes victimes. C'est une raison de plus pour dire, eh bien, écoutez, on est ensemble victimes de cette barbarie. Il faut évidemment qu'on soit solidaires et qu'on donne l'asile à ces millions Vous avez de femmes et rattrapé d'hommes. votre retard, Nathalie Arthaud. Monsieur Bourjada, vous pensez quand même que, y compris pour éviter des incidents islamophobes, il faut quand même que l'État intervienne, renforce ses contrôles de sécurité, ou vous pensez que ça ne sert à rien? Et vous ne craignez pas la réaction de toute une partie de la population qui disent justement que c'est le contraire, qu'il n'y a pas assez de contrôle? Je vais répondre sur la montée de l'islamophobie, mais j'aimerais juste intervenir 4 petites secondes sur les manifestations. Moi, aujourd'hui, j'ai apprécié et j'ai vraiment le sentiment d'être fier d'être français. Pourquoi? Parce que les Français, on leur a dit restez chez vous. On leur a dit non, surtout pas, ne sortez pas. Je suis allé quasiment tous les jours, place de la République, elle était bondée. Pour la minute de silence, elle était noire de monde. Donc on a beau dire aux Français restez chez vous, repliez-vous sur vous-même, les Français sont un peuple uni dans ce type de situation. Repliez-nous sur les mêmes, on dit attention aux attentats. Oui, on leur a dit restez chez vous, ils ne sont pas restés chez eux, ils sont venus manifester, ils ont très courageux. Bon, ça c'était un premier point. Moi, j'aimerais qu'on fasse un retour par rapport à votre question sur essayons, même si c'est très délicat. J'ai entendu beaucoup de détracteurs dire oui, c'est la même chose, on l'avait dit après Charlie, aujourd'hui c'est pas passé. Bon, en janvier, nous avons connu des horribles attentats Mais également. c'était différent tout de Et même. bien sûr, je le vois cette différence. Maintenant, tout ce que je vois aussi, c'est que tous les rapports aujourd'hui, que ce soit du Comité contre l'islamophobie en France ou l'Observatoire, ou même des chiffres du ministère de l'Intérieur, ont montré une recrudescence. Des chiffres montrent, lors du premier semestre 2015, de plus que 500% d'agressions physiques à caractère islamophobe. Et durant le mois de janvier 2015, il y a eu autant d'actes islamophobes que pendant toute l'année 2014, chiffre du ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, à peine 10 jours, on a, pendant le week-end, c'est horrible. Tout à l'heure, M. Véron disait, on s'est réveillé samedi choqué. Oui, samedi, il y en a qui sont réveillés et c'était la course. C'était la course contre... il fallait agresser une femme voilée, il fallait déposer un pied de cochon devant une mosquée. C'est juste scandaleux. Mais est-ce que et c'est donc évitable? ça, l'État, je pense que... Est-ce que c'est évitable pour une minorité? Parce que, en gros, quand même, vous l'avez fait remarquer, les gens réagissent quand même assez positivement. Est-ce qu'il n'y a pas une minorité qui peut effectivement, malheureusement, confondre faire de l'amalgame que nous dénonçons tous par ailleurs? C'est symptomatique de la fracture sociale aujourd'hui dans l'État dans lequel la France est. Aujourd'hui, la France a été attaquée, elle est dans un État qui est faible. Faible, je parle sociétalement parlant. Pourquoi? C'est-à-dire que pendant la dizaine de jours que nous avons, quinzaine de jours que nous avons connus, après les attentats, moi, ce que je dénonce, c'est qu'effectivement, le gouvernement, malgré que plusieurs, et je tiens à le souligner, plusieurs responsables politiques, dès le lendemain, contrairement au mois de janvier, ont dit attention, pas d'amalgame, notamment M. Mélenchon qui systématiquement intervient dessus. Je tiens à souligner, et ça, c'est bien sûr appréciable. Maintenant, sur la question sécuritaire, il faut faire très attention. Très attention, pourquoi? Parce que nous sommes toujours dans l'émotion, et certaines personnes pourraient aussi penser que c'est à la course aux musulmans et surtout taper sur des femmes voilées qui aujourd'hui serait le cas. Vous êtes... Déjà, la liste fluo a été faite justement pour défendre les libertés. Nous avons dans notre sein des organisateurs et des organisatrices de Free Party qui sont pourchassés par l'État depuis plus de 20 ans. Nous avons Cannabis sans frontières, des gens qui demandent... Cannabis sans frontières, oui. Et notamment l'usage thérapeutique. Sur notre liste, on a des gens qui sont atteints de sclérose en plaques et qui aimeraient bien pouvoir faire pousser leur cannabis et le consommer parce que c'est la seule chose qui leur redonne faim, envie de dormir, les soulage. Nous avons le Parti pirate qui, lui, revendique au niveau des droits d'auteur et la libre
circulation de tout ce qui est brevet. Nous avons des copines lesbiennes qui revendiquent le droit à la PMA, par exemple. Ce n'est pas qu'une liste d'écologistes. Moi, certes, je suis conseiller régional écologiste, mais c'est une liste qui a été faite justement pour défendre les libertés des uns, des unes et des autres, parce que trop souvent... Et la liberté des uns commence là. Trop souvent, on veut mettre tout le monde dans un même carré en disant les Français pensent ceci, pensent cela. Là, les libertés dont je vous parle, elles ne nuisent pas aux autres. On ne demande pas des libertés pour nuire aux autres. Sur la liberté, vous savez, avec la lutte sur le cannabis, c'est autre chose que la lutte sur le terrorisme, quand même. Cannabis et terroriste, ça fait moins terroriste. Je suis désolé, on a fait l'amalgame récemment. Il y a une candidate qui a fait l'amalgame entre un tagueur et les terroristes, par exemple. Non, mais c'est intolérable d'entendre ce genre de choses. Il faut faire très attention. Moi, la fracture que M. Boucharda décrit, elle ne s'arrête pas d'ailleurs qu'à l'islam, parce que l'islam aujourd'hui est accusé, pointé du doigt à cause de ce qui se passe, et donc ils sont pris encore une fois entre deux masses, mais les communautés juives sont aussi agressées aujourd'hui, des écoles sont menacées, des synagogues sont en danger, il y a des agressions physiques qui sont... on va dire, minimisé dans les médias pour ne pas augmenter la tension, mais toutes les communautés qui ont une identité religieuse propre sont agressées. Et parfois plus l'une que l'autre, parce que les événements font que, mais tout ça n'est pas sain et la France va mal. Moi, je supportais un État dans lequel le pouvoir régalien n'est pas à son niveau naturel. L'État est là pour nous protéger. Aujourd'hui, le pouvoir de la culture, le ministère de la Culture a plus de budget... Le ministère de la Culture a plus de budget que la justice. Est-ce qu'un État peut se dire régalien quand un ministère de la Culture a plus d'argent chaque année, des impôts des contribuables, que le ministère de la Justice? Parce que la sécurité, ce n'est pas seulement la police, c'est aussi ce qu'on fait des gens qu'on arrête et comment on gère une stratégie de la sécurité. C'est le rôle des magistrats. La justice n'a pas les moyens en France de fonctionner. Donc on confie aux policiers beaucoup trop de pouvoir. Et d'ailleurs, ils sont désabusés parce que leur pouvoir, il se finit dans les palais de justice où finalement les juges disent « moi, je n'ai pas les moyens de sanctionner ». Vous savez bien que c'est le problème numéro un. Donc aujourd'hui, on a une question qu'on ne va pas résoudre ici, mais la question du pouvoir régalien, c'est quoi un État régalien? Eh bien, en France, on s'est totalement dispersé dans les cabanes, l'interdiction des couverts en plastique, les cabanes taxées et les problèmes de soda interdits en débit continu, alors que l'État régalien n'a pas été abordé. N'y sont pas étrangers. Mais la question de l'État régalien, elle va devoir... c'est un long débat. C'est quoi un État régalien? C'est quoi nos sécurités? Est-ce qu'on doit laisser des policiers venir dans nos vies sans magistrats? Non, clairement non, ça ne marche pas. On a le terrorisme. Donc moi, je crois que cette France, elle est fracturée. Cette France n'a pas d'État régalien et qu'il est urgent de recentrer l'État sur ses missions régaliennes, non pas par le tout sécuritaire, mais par une vraie justice digne de ce nom. Alors, M. Bouchardda, juste une dernière question là-dessus, parce qu'il faut qu'on avance. Est-ce que les musulmans de France se mobiliseront? Ils ne l'ont pas fait, dit-on, après les attentats de Charlie Hebdo, pour des raisons qu'on peut comprendre. Est-ce que là, ils se mobiliseront pour la liberté, mais aussi contre le terrorisme? Moi, déjà, je suis désolé, Mme Cotta, avec tout le respect que je vous dois, je n'ai absolument pas constaté cette non-mobilisation des musulmans après les attentats de janvier. Très bien, non. Pour vous dire la vérité, moi non plus, sur le moment. Mais tout le monde m'a dit après, tous les journalistes, les médias ont dit que non. Voilà. Cette question, au niveau de la visibilité dans les médias, on va dire des forces qui représentent les instances musulmanes, c'est une vraie question. C'est-à-dire que quand on entend M. Juppé, pourtant j'ai beaucoup de respect pour cet homme politique-là, dire j'attends les musulmans parler dans les médias, mais le problème c'est que les médias ne donnent pas la parole. À qui ils donnent la parole, les médias? À M. Chalgoumi. M. Chalgoumi ne représente en rien les musulmans de France. M. Chalgoumi, quand vous allez sur le terrain, il n'est absolument pas apprécié. Donc, la question de ce qui se pose, et c'est aussi une démarche de notre mouvement, c'est de se dire, au bout d'un moment, arrêtons de pointer du doigt une communauté. Nous sommes français, nous sommes mobilisés comme tout le monde, et l'ensemble des associations musulmanes de France ont dénoncé ça dans tous leurs prêches du vendredi. Très bien. Bon, alors, autre problème. Alors, j'essaie de revenir à la région, mais comme vous voyez, c'est assez difficile. La jeunesse est vraiment prioritaire en Île-de-France, autant pour les jeunes qui y transitent que par les jeunes qui y habitent. On a l'impression quand même que c'est une préoccupation numéro un de la région, des candidats
d'hier, peut-être de ceux de demain. Et vous, alors, est-ce que la jeunesse, il y a une politique de la jeunesse, il y a une intégration de la jeunesse? Est-ce que vous y pensez dans le cadre régional et qu'est-ce que vous proposez? Non, moi, je constate qu'il y a beaucoup de discours sur la jeunesse. Je constate que le gouvernement, y compris Hollande, s'était engagé à en faire une de ses priorités, de renforcer l'école, l'éducation. Et la réalité, c'est que l'éducation reste défaillante. C'est un échec criant. Voilà. Alors maintenant, moi, si vous voulez, donc je combats, y compris toutes ces fausses promesses, qui sont multipliés sur le terrain de l'éducation. En réalité, il faudrait des moyens, mais l'argent, qu'est-ce que vous voulez? Quand on le donne à fond perdu au grand patronat, quand on le distribue en CICE, eh bien, il n'y en a plus pour les services publics. Ça, c'est un premier constat. Mais moi, par rapport à la jeunesse, si j'ai envie aussi de m'adresser aux jeunes aujourd'hui, à l'échelle de la région, mais à l'échelle du pays, parce qu'on sent bien, justement, pourquoi il y a ce décalage aujourd'hui dans cette campagne, c'est qu'on est tous préoccupés de où va notre société? Où va le monde? Et ces jeunes aussi se posent la question, je peux vous le dire. Moi, je suis enseignante en lycée à Aubervilliers. Les jeunes se sont posés toutes ces questions-là. Moi, j'ai envie de leur dire qu'on ne peut pas imaginer un îlot protégé, un îlot de prospérité dans un océan de guerre, de misère, de dévastation, comme c'est le cas aujourd'hui, avec des continents entiers qui sont, où les gens ne peuvent pas survivre, où effectivement la moindre petite frappe qui récupère une Kalachnikov peut concentrer autour de lui et faire vivre autour de lui toute une bande. C'est ça la réalité. Donc moi j'appelle cette jeunesse à se poser effectivement des questions sur la société, cette société capitaliste où finalement il n'y a que l'argent qui dirige le monde. Donc, c'est toutes ces questions-là que nous voulons aussi poser aux élections régionales. Vous partagez cette analyse, globalement, l'analyse... Au niveau régional, on a quand même des choses à faire au niveau de la jeunesse et on a intérêt à les faire, notamment les lycées. Au lycée, on a un peu moins de 500 lycées publics en Ile-de-France. Là, on a mis en place des budgets participatifs à laisser dans 50 lycées. Ça fonctionne très très bien. Il faut le mettre ça sur tout le lycée pour que les lycéens, les lycéennes, ceux et celles qui travaillent, ils sont les mieux placés pour savoir où mettre l'argent. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, tout à l'heure, je parlais de la culture. C'est important. Et la jeunesse... Là où on a de la chance avec notre jeunesse, c'est que, quelle qu'elle soit, elle a de l'imagination, elle a besoin d'espace pour pouvoir s'exprimer. Tout à l'heure, je parlais aussi d'îles de loisirs. On a 12 îles de loisirs en Île-de-France qui sont les seules entités qui appartiennent à la région. Réellement. Donc là, on a un gros potentiel d'accès à la culture, au sport, l'environnement. Il faut se donner les moyens. Et là, et ne pas mettre en concurrence les îles de loisirs comme c'est fait actuellement, mais faire en sorte qu'il puisse y avoir, comme le pass Navigo, un pass île de loisirs pour que chacun et chacune puisse y aller, avoir des activités. Il y a un moment où c'est pas simplement à nous de dire, parce qu'on n'est pas en capacité de dire ce que veulent la jeunesse, c'est eux et elles. Donc par contre, donnons-leur des espaces pour pouvoir s'exprimer, donnons-leur des espaces pour avoir accès à l'éducation la plus large possible, accès à la culture et accès au sport. Et là, ça ira déjà beaucoup mieux. Aurélien Véron, dans le cadre de la région, quelle politique pour les jeunes? D'abord, c'est une autre manière de faire de la politique. Je pense que les jeunes sont ouverts à une manière nouvelle. Ne plus voter pour un conseil régional tous les 6 ans, par exemple, et lui faire un chèque en blanc, et on ne sait pas ce que le conseil va faire. D'ailleurs, personne ne connaît le conseil sortant. Demandez aux jeunes qui est le président du conseil qui sort, je pense qu'il n'y a pas de réponse. Donc la politique autrement, ça veut dire quoi? La démocratie représentative ne marche plus dans l'esprit des Français. Ils sont désabusés. Pourtant, votre vis-à-vis vient de dire le contraire. Le premier parti de France, c'est l'abstention. Et le deuxième, c'est le populisme. Moi, je veux introduire les référendums sur un rythme régulier. C'est-à-dire qu'on demandera, et notamment aux jeunes qui ont l'âge de voter, non plus l'avis aux partis politiques dont on n'a rien à faire aujourd'hui. Dans le cadre de la région, les référendums Des référendums au niveau de la région sur tous les sujets structurels de la région. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un débat droite-gauche complètement stérile qui énerve tout le monde sur des sujets qui ne sont pas contrôlés, on demande l'avis aux franciliens sur des sujets, mais tous les ans, voire même tous les trimestres. Il faut que ça devienne une culture du référendum. Et je pense que les jeunes sont très prêts à ça. On fait un débat long. À la fin du débat, il y a un référendum et le Conseil se plie à la décision du peuple. Ça veut dire que le Conseil n'est plus là pour faire et décider à la place du peuple, le Conseil est là pour écouter et s'adapter au vote des franciliens. Deuxième chose pour les jeunes, c'est évidemment la formation. Il y a les lycées publics, mais il y a aussi les lycées privés, il y a l'apprentissage, il y a l'initiative d'écoles comme Thierry Marx, l'école de cuisine, qui a créé une école gratuite pour les élèves financée par des restaurants. Toutes ces initiatives, elles marchent, et elles marchent mieux que parfois que ce qui est bureaucratique et public. Pourquoi ?
Parce qu'aujourd'hui, c'est plus le politique qui fait. Ce sont les acteurs de la société civile, ça vient d'en bas. Ça fourmille d'initiatives dans la société. Le conseil régional, il n'est plus là pour bâtir avec l'argent des autres, il est là pour accompagner et faciliter ces initiatives, notamment dans la formation. Les jeunes aujourd'hui, ils rêvent de l'école 42, je peux vous dire. À Bobigny, on a fait une grande soirée aux urnes de citoyens, avec le Parti libéral-démocrate. Tous les jeunes étaient venus pour entendre Nicolas Sadirac. Parce que l'école 42, c'est une école privée, payée par des mécènes, qui est gratuite pour les élèves, c'est pas incompatible. Tous les élèves qui rentrent en école 42, ils ont un job en rentrant. Le problème de l'école 42, c'est de les garder jusqu'au bout. Donc ça fait rêver. Et le conseil régional n'est juste là que pour aider ces acteurs. Vous êtes d'accord avec ça, M. Orchada? Non, je rejoins beaucoup de propos qui ont été dits. Sans faire du jeunisme, je pense que l'innovation viendra de la jeunesse. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui faites sur le terrain qui marchent. Le problème, c'est qu'elles ne sont ni audibles ni visibles. Je pense qu'aussi... Pourquoi ni audibles ni visibles? Tout simplement parce que les politiques ne reprennent pas. Ça ne les arrange pas. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'abstentionnisme arrange tout le monde, en tout cas les grands partis. Il faut dire une chose. J'aimerais juste souligner la grande problématique. Aujourd'hui, le Conseil régional a un pôle, a une compétence qui est l'orientation scolaire et professionnelle. Aujourd'hui, il y a clairement un vrai problème dans le système au niveau de l'orientation. Pourquoi? C'est-à-dire que les jeunes et leurs familles, surtout, ne sont absolument pas informés ni des taux de réussite de certaines filières, ni des taux d'insertion, alors qu'ils pourraient en être informés dès la fin du collège. Aujourd'hui, on Dans ne laisse le cadre pas... du Conseil régional, ça c'est important. Bien sûr, c'est une compétence du Conseil régional. On devrait laisser pénétrer le monde éducatif par des chefs d'entreprise qui expliqueraient leur métier, par des employés, par des ouvriers. Vous savez, tout le monde ne sait pas ce que fait, par exemple, un informaticien ou les débouchés qu'il peut avoir dans l'informatique, au niveau du numérique, au niveau de plusieurs filières aujourd'hui qui embauchent. Donc ça, déjà, informer les jeunes, informer leurs familles, plutôt que de les laisser comme ça, juste, on va dire, avec des institutions ou regarder sur Google qu'est-ce qui se passe, on va dire, dans le monde de l'entreprise. Je pense que c'est une mesure concrète et qui devrait être reprise de la part du Conseil régional. On parle du monde de l'entreprise, Nathalie Arthaud. Oui, il y a un désir des jeunes de s'intégrer, de travailler, parce que je crois que les tirs au flanc. Voilà. Donc de s'intégrer dans des entreprises. Évidemment. Donc, c'est un peu difficile quand on condamne d'une façon générale la marche des entreprises, le CICE, etc., de dire après, il faut que les jeunes entrent dans des entreprises. Vous n'avez pas de temps en temps une sorte de paradoxe là-dedans? Mais écoutez, pas du tout. Bien sûr que les jeunes ont envie aussi de s'intégrer, d'avoir une vie professionnelle, ils ont plein de compétences, plein d'envies, ils sont dynamiques, enfin bon, bien sûr. Mais vous remarquerez que c'est le patronat qui ne veut pas des jeunes. C'est ça le vrai problème. On peut multiplier les initiatives de formation, y compris les jeunes, les utilisent, tous ces dispositifs-là. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'embauche. La réalité, c'est quand un jeune cherche un stage, un pauvre stage, mais c'est là, il met des semaines et des semaines, et c'est des portes qu'on leur ferme au nez. C'est ça la permanence. Le problème, c'est qu'il y a des licenciements dans toutes ces grandes entreprises, dans tous ces grands groupes. Les entreprises marchent bien pour embaucher. Mais écoutez, elles marchent très bien, les entreprises. Il faut arrêter avec ça, justement. Et quand vous me dites les entreprises, non. Dans les entreprises, je suis bien consciente qu'il y a les dirigeants qui prospèrent, ils ont leur taux de marge qui est au rendez-vous, ils ont fait leur profit, il n'y a pas de problème. Et il y a les travailleurs. Donc pour moi, ce n'est pas l'entreprise, il y a ces deux camps. Et ce qu'on constate, c'est que le patronat, pour augmenter ses profits aujourd'hui, ne cesse de supprimer des emplois. À Air France, moi, les jeunes me disent « Moi, je voudrais travailler sur la zone aéroportuaire. » Mais ils savent qu'il y a des licenciements dans toutes ces entreprises. Leurs parents eux-mêmes en sont victimes. Donc le problème, c'est qu'on commence aussi à interdire ces licenciements, qu'on combatte véritablement ce chômage de masse. Parce que, oui, les quartiers populaires, les classes sont les premières frappées, et les jeunes des quartiers populaires sont les premières victimes de cela. Donc une politique de lutte contre le chômage, nous, lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs, c'est ça, c'est l'interdiction des licenciements et qu'on prenne sur les profits pour les créer, ces emplois. Et pour augmenter les salaires aussi du même coup, parce que justement, ils seront mieux utilisés cet argent au salaire, aux retraites qu'à la spéculation. D'accord, on voit bien votre... Oui, un programme, on a un vrai programme. Alors, on passe au transport, si vous voulez bien, parce que c'est un élément essentiel
de la région. Alors, quelles sont vos demandes sur les transports? Est-ce il est préférable d'arranger les rames qui sont un peu vétustes? Est-ce qu'il est préférable de faire d'autres rames? Est-ce que le Grand Paris, ça vous paraît souhaitable, M. Bourlada? Alors déjà, moi, j'aimerais vraiment dénoncer une bonne fois pour toutes la gabegie du Grand Paris. Enfin, je veux dire, on veut inventer, on veut refaire, alors qu'il y a des rames aujourd'hui. Il existe toujours des petits gris en Seine-et-Marne. Enfin, c'est inadmissible. Pour les personnes qui habitent Melun, c'est juste pas possible d'aller travailler sur Paris dans de telles conditions. Donc j'aimerais bien entendu non seulement qu'on fasse un grand plan pour rénover les transports, mais pas que. Aujourd'hui, il y a 40 millions de déplacements en Île-de-France, pas que. Il faudrait réinventer le monde de demain. C'est-à-dire qu'il faut installer des espaces de coworking dans les grandes gares. Il faut construire des parkings aussi dans les gares. Et ces parkings-là peuvent être financés au même titre que le Pass Navigo, à 50% par les entreprises. Alors, je vous arrête parce que vous êtes très en avance en temps de parole. Monsieur De Smet, en revanche, vous êtes un peu en retard. Vous, les transports, quelle est la politique des transports que vous souhaitez appliquer en Île-de-France? Ben déjà, il y a un point au niveau de la tarification. Là, maintenant, on a un pass Navigo, mais tout le monde n'a pas de pass Navigo. Si vous voulez, en famille ou entre amis, vous déplacer le week-end, vous n'avez pas de pass, ça vous coûte une fortune. Ça vous coûte plus cher d'aller du Val d'Oise en Seine-Saint-Denis ou en Seine-et-Marne que de prendre un Ouigo et d'aller de Paris à Montpellier. C'est quand même délirant. Donc, ce que nous proposons, nous, c'est un ticket de métro dézonné le week-end et un ticket de métro dézonné le week-end et pendant les congés. C'est-à-dire qu'avec un ticket de métro, vous pouvez vous déplacer n'importe où en Île-de-France. Ça a une incidence réelle parce qu'en plus, ceux et celles qui bénéficient déjà de réduction à moitié prix du tarif, ils en bénéficieraient directement. Et pourquoi les week-ends et pendant les vacances? Parce que c'est là où, pour l'instant, c'est pas encore saturé. Si on met ça en application la semaine, c'est déjà la catastrophe pour rentrer dans certains métros, certains RER. Mais donc déjà, faisons-le pour le week-end et pendant les vacances. Ça permettra à beaucoup plus de gens de se déplacer et de ne pas utiliser leur voiture, qui leur coûte déjà une fortune. Monsieur Véron, on est malheureusement obligé de s'interrompre. Nous sommes dans la limite. Vous concluez sur les transports. Créer un vrai marché des transports. Il y a une économie des transports, il y a beaucoup d'acteurs qui sont prêts à offrir des lignes concurrentielles en plus des lignes existantes. Oui, il faut les moderniser, mais il faut ouvrir ce marché des transports pour qu'il y ait plein d'innovations. Nous avons vu les VTC faire exploser en vol la corporation des taxis que les franciliens dont ils ont ras-le-bol depuis des années. Les VTC offrent aujourd'hui plein de tarifs différents pour les étudiants qui n'ont pas d'argent jusqu'aux gens plus aisés qui veulent des limousines plus chics. Dans les transports en commun, on veut des navettes, des express, on veut toute une gamme de transports qui servent l'intérêt des franciliens en tant que consommateurs. Ça s'appelle un marché, ça s'appelle la concurrence, on veut l'ouvrir. Et si les gares un jour sont privatisées ou en tout cas cédées en concession à des boîtes privées, elles auront intérêt à amener des clients en faisant des parkings, des commerces, des espaces de coworking, etc. Donc les transports, c'est d'abord une révolution de la concurrence. Alors je suppose que Nathalie Arthaud aurait beaucoup de choses à vous dire sur cette libéralisation, mais malheureusement, voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain soir, même heure, un autre débat.